Solène Niederkorn vous propose les hors-séries de Vinscale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Le multifamily office, la gestion de patrimoine au grand largue. Laurent Desfart, CEO et cofondateur d'Agami à Paris. En fait, ça, c'est venu à la demande de certains clients, puisque le patrimoine d'un entrepreneur, c'est du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel. La frontière est excessivement poreuse entre les deux. Et donc, on a eu de plus en plus de clients qui nous disaient « mais c'est très bien ce que tu nous fais pour notre patrimoine personnel ou notre patrimoine personnel en devenir, mais j'ai aussi des sujets sur mon patrimoine professionnel et j'ai besoin d'accompagnement, parfois sur des financements, parfois sur des sujets de gouvernance, parfois sur des sujets de structuration. » Et donc, on les accompagne avec plaisir sur un certain nombre de thématiques, toujours sur le même mode opératoire, à savoir le family officer qui va centraliser, coordonner les sujets et différents pôles d'expertise qui vont travailler sur les sujets techniques. C'est un épisode où l'on découvre avec Laurent le monde du family office. Nous avons une belle vision d'ensemble de ces acteurs discrets qui accompagnent des familles sur plusieurs générations et ont à cœur, en toute confidentialité, d'orienter leurs clients vers les meilleurs établissements pour gérer ces patrimoines. Vous comprendrez les distinctions entre single et multifamily office, l'évolution du paysage en France ces 15 dernières années et les raisons qui expliquent la création de nouveaux acteurs en France. Dans un monde de plus en plus complexe, ce type de service se développe pour apporter de manière indépendante un conseil sur l'allocation du patrimoine, mais en travaillant aussi sur les sujets de fiscalité. Nous revenons bien entendu sur la problématique de l'indépendance. Laurent partage avec nous la manière dont concrètement Agami s'y prend pour comprendre et accompagner ses jeunes clients. Nous nous attardons bien entendu sur les outils utilisés, les partenaires, les honoraires et les activités corporate. Enfin, nous prenons un peu de temps pour analyser et comprendre le développement grandissant des actifs non cotés dans les patrimoines. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Laurent. Bonjour Solène. Merci de m'accorder du temps aujourd'hui et de nous accorder du temps pour parler de family office, single et multifamily office. Alors moi, c'est un sujet que j'ai touché vraiment de près lorsque j'étais en banque privée et notamment avec le prisme des gérants indépendants. Et donc, j'ai vraiment envie que tu partages avec nous cette vision que tu as depuis 15 ans maintenant, même plus, 17 ans je crois, avec Agami. Est-ce que tu pourrais te présenter avant qu'on commence, s'il te plaît ? Avec plaisir. Alors, je m'appelle Laurent Desfart. J'ai 45 ans, 3 enfants. Je suis le cofondateur d'une structure qui s'appelle effectivement Agami Family Office, que j'ai créée avec mon associé François Simon en 2006. Donc effectivement 15 ans, sachant que nous venions précédemment d'un autre multifamily office. Donc on fait ce métier-là depuis un certain nombre d'années. Et vous avez, toi tu as fondé le club multifamily office ? C'est quoi exactement ? Oui, alors en 2019, effectivement, je suis allé voir quelques petits camarades concurrents et néanmoins amis pour leur proposer de monter un club spécifiquement sur le multifamily office. D'accord. Afin d'échanger et de pousser la profession, qui n'est pas encore suffisamment connue à notre goût et sur lequel on s'échange en toute neutralité, en toute amitié, un certain nombre de tips et on partage des ambitions et des envies et des projections communes. Parfait. Alors, il y a certains noms qui sont ressortis, single et multifamily office. Est-ce que déjà la question de base qu'on pourrait te poser aujourd'hui, c'est quoi la différence entre les deux ? Alors, un single family office, c'est une structure qui est dédiée à une seule famille. Donc, en général, une équipe de salariés qui est embauchée par la famille pour traiter un certain nombre de sujets. Donc c'est un métier qui existe depuis très très longtemps, qui n'avait pas forcément cette appellation-là historiquement, mais on a un certain nombre de grandes familles françaises que l'on connaît bien et qui ont des mono-family office ou single family office. D'accord. Le multifamily office, lui, c'est une équipe, c'est une société indépendante de conseil qui va intervenir pour un certain nombre de clients sur tous ces aspects patrimoniaux. D'accord. Et les family office, on entend parler déjà depuis une quinzaine d'années, mais ça s'est énormément développé ces 10 dernières années. Comment ça a évolué plus particulièrement, ce paysage de family office en France ? Alors effectivement, ça a largement grandi. Donc les deux premières structures datent de 2001. Il y a aujourd'hui, on va dire, une quinzaine de structures de multifamily office, dont une grosse moitié qui s'est montée il y a moins de 5 ans. D'accord. Et ça, je pense que ça répond à une envie d'être accompagné et un besoin de répondre à une complexité grandissante.
avec notamment des clients qui ont parfois un peu moins de temps Oui. et envie de se faire accompagner sur des sujets très, très larges et très complexes. Alors, c'est quoi le type de service qu'on va retrouver chez un family office et quel est le modèle d'affaires général du multifamily office ? Alors, les différents services, classiquement, alors je dis classiquement aujourd'hui, mais ce n'était pas du tout le cas en 2001 quand on a commencé, puisqu'en 2001, c'était très asset monitoring, reporting, donc très lié au sujet financier. Et aujourd'hui, normalement, tout bon multifamily office se doit d'intégrer des compétences de conseil d'investissement, d'ingénierie patrimoniale, de philanthropie, de gouvernance familiale, de private equity, d'immobilier. D'accord. Alors, d'autres ajoutent le secrétariat privé, potentiellement jusqu'à la conciergerie, mais c'est avoir vraiment une vision 360 degrés du patrimoine, qui est souvent le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel. D'accord. Et est-ce que dans ce contexte-là, tous les multifamily office, même tous les single family office, est-ce qu'ils gèrent tous le patrimoine ? Je veux dire, faire les allocations de portefeuille, les arbitrages dans les lignes actions, etc., de manière concrète ? Alors, en toute logique, un multifamily office, s'il veut garder sa neutralité, il ne doit pas gérer. D'accord. Et donc, ça me paraît compliqué d'être family office et d'être banque, ou d'être family office et société de gestion. Certains le font, mais on n'a pas du tout la même temporalité et les mêmes revenus sur de l'asset ou sur du conseil. Et donc, il y aura forcément un parent pauvre qui sera toujours le multifamily office. Et il y a certains family office dont l'actionnariat est une société de gestion. Donc, comment ça se passe en termes d'indépendance quand tu as ce type de conflit d'intérêts en réalité ? La colle. Alors, très honnêtement, chacun gère sa tap cap comme il le souhaite. Ouais. Non, mais je pense qu'il y a un vrai Chinese wall à avoir. Le sujet du multifamily office, c'est de pouvoir accompagner son client sur toutes les solutions et tous les besoins qu'il éprouve. Et donc avoir une capacité à l'emmener chez tous les fournisseurs de produits, alors quand il s'agit de sujets financiers dont il pourrait avoir besoin. Effectivement, c'est forcément plus compliqué quand on est conflicté. D'accord. Mais c'est aussi un sujet de business model d'ailleurs. Tu posais la question tout à l'heure sur le business model. Le business model traditionnel, il est, alors comme ce sont des anciens banquiers privés qui ont créé ce métier-là en France, ils ne sont pas trop embêtés, ils ont reproduit un modèle de banque privée, à savoir pourcentage sur la taille du patrimoine. Et ça, administré, patrimoine administré. Alors supervisé, administré, voilà, on sait c'est assez vague en fait. Exactement, on ne sait pas toujours ce qu'il y a dedans. Mais ça veut dire que ça segmente directement le marché, c'est-à-dire qu'il faut avoir suffisamment de taille d'actifs pour que ça soit rentable pour le family office. Et pour un coût qui sera constant, puisque c'est un pourcentage du patrimoine, on n'a pas une notion de service qui est clairement calée. C'est-à-dire qu'on peut avoir un jeu qui s'installe entre le client et son family office, d'avoir un client qui essaye de surconsommer légitimement et un family office qui essaye de défendre le plus possible sa marge. C'est de bonne guerre, mais en général, c'est pas très aligné. Ça fait pas de la qualité. Voilà, tout à fait. Alors, en ce qui concerne la gestion, comment est-ce que vous faites ? Je vais prendre un exemple typique. Tu as un client qui arrive et qui a un besoin particulier pour gérer son patrimoine et qui souhaite avoir des liquidités investies dans des portefeuilles mixtes d'actions et d'obligations. Comment vous faites ? Vous faites un RFP, vous allez voir les banques. Comment est-ce que ça se passe concrètement ? Alors, on raisonne déjà avec le client en termes d'allocation stratégique. Pour pouvoir bien raisonner sur l'allocation stratégique, il faut avoir une vision de flux et une vision de liquidité. D'accord. Donc on élabore une maîtrise de liquidité et ensuite on travaille avec le client sur tous les sujets d'investissement au sens large. Là tu parles déjà d'actions et d'obligations, donc ça veut dire qu'on s'est déjà refermé sur énormément de choses, mais on essaye d'ouvrir au maximum. Donc l'immobilier, le private equity, la crypto, les actifs tangibles, on ouvre et après on referme les portes au fur et à mesure en fonction des goûts, des appétences, des envies, des besoins du client. Et une fois qu'on a cette allocation stratégique, effectivement, on va réaliser une allocation tactique en reprenant l'existant du client, s'il a déjà un existant, en voyant si cet existant est conforme à ses attentes et ses besoins, et ensuite on va déployer éventuellement sur d'autres sujets s'il le faut pour compléter. Et donc vous avez des banques partenaires avec lesquelles vous bossez, ou finalement vous êtes ouvert à tout type de partenaires bancaires ou prestataires de services d'investissement variés ? On travaille
Avec tout le monde. Avec tout le monde. Avec les meilleurs. Avec les meilleurs. Et notamment parce que on a beaucoup de clients qui arrivent déjà équipés, avec des équipes qui sont souvent très bien et qu'on ne se sent pas obligé, et notamment grâce à notre modèle, de bouger. Ouais. Alors on en parlait avant d'enregistrer, il y a une problématique qu'on connaît depuis toujours, qui est celle de la consolidation des avoirs et la capacité qu'ont les clients, alors via leur family office d'une manière générale ou même tout seul, à consolider leurs actifs et puis être nourris en recherche pour en apprendre davantage et prendre les décisions en connaissance de cause. Comment est-ce que vous, au niveau de l'industrie et des différents family office, vous adressez ce besoin? Est-ce que chaque family office développe ses propres outils? Comment ça se passe? Alors jusqu'à présent, effectivement, tous les multifamily office développaient leurs propres outils. Parfois les monos aussi d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que c'est un écosystème qui n'est pas très représentatif en termes de volumétrie. Et donc on n'avait pas forcément des acteurs qui voulaient s'attacher à servir simplement 5, 10 ou 15 acteurs. Ouais. C'est pas forcément très profitable en termes de développement de modèle. Certes. Et notamment parce que les multifamily office avaient la spécificité de consolider l'intégralité des actifs, donc d'aller très loin dans cette consolidation. Ouais. Aujourd'hui, cette vision de consolidation devient un must-have pour beaucoup d'acteurs. Un peu plus pour la banque privée, un peu plus pour les CGP, et donc on commence à avoir des volumétries qui sont forcément un peu plus intéressantes, et donc certains acteurs commencent à s'y attacher, même si ça nécessite aux uns et aux autres de bouger les lignes sur leur partie techno, et c'est toujours compliqué pour un gros acteur d'avoir un système SI qui est très volumineux, très compliqué, sur lequel il rajoute des patchs réguliers, de repartir sur une autre solution qui maîtrise. Il y a un effort de transfo derrière également qui est peut-être coûteux et qui fait peur. Exactement. Alors un autre point dont on n'a pas encore parlé, donc on a parlé beaucoup des actifs, etc., mais c'est aussi l'accompagnement en matière de estate planning, tax planning, etc. Quel type de service on va retrouver généralement dans les multifamily office sur ces sujets-là? Et est-ce que dans ce cadre-là, vous avez en interne des avocats ou des compétences en interne où il y a beaucoup de recours à l'externalisation de ces compétences? Alors sur tous les sujets que je citais, donc toutes les expertises, on a systématiquement, nous, alors à Agami, des équipes internalisées avec des anciens des métiers qu'ils représentent. D'accord, c'est hyper intéressant. Après, l'image qu'on a des family office en général, c'est vraiment des gros patrimoines. Est-ce que tu as une idée dans la taille des assets au niveau global d'une famille, qui va plutôt voir un family office? Est-ce que c'est à la portée entre guillemets de plus petits patrimoines, ou il n'y a que des personnes ultra high net worth qui accèdent à des family office? Historiquement, donc en 2001, quand le multifamily office a été introduit en France, comme on avait cette notion de pourcentage, il fallait avoir une taille minimum. Donc concrètement, ça avait été calé artificiellement à 15 millions d'euros, sachant qu'au-delà de 50, le client ne voulait plus payer parce qu'il avait plutôt intérêt à potentiellement internaliser un monofamily office. Donc on se retrouvait coincé entre 15 et 50 millions. Donc effectivement, c'était ce qu'on appelait la gestion de fortune. Certains ont pris le pari d'augmenter, on va dire, en taille d'actifs pour avoir un portefeuille relativement resserré, et d'autres ont essayé de démocratiser sur des plus petits patrimoines. D'accord. Maintenant, la tendance est plutôt d'offrir un service personnalisé à un plus grand nombre. Parce que, en fait, on n'a pas besoin d'avoir des actifs financiers très importants pour avoir des problématiques. Et donc, il faut qu'on puisse répondre à ces problématiques. Tout à fait. Et répondre à ces problématiques, c'est avoir un expert qui est capable d'avoir une vision globale, d'avoir une projection pour organiser tous ces sujets. Parfait. Alors, un dernier point sur cette vision globale des choses. Au niveau européen, la tendance que tu as décrite de ces 20 dernières années, est-ce qu'elle s'est retrouvée partout ailleurs en Europe, ou c'est vraiment un phénomène assez français, en définitive? J'ai la sensation que c'est un phénomène qui est assez français. Okay. En fait, souvent, ce qu'on qualifie de family office dans les pays anglo-saxons ou même en Suisse sont plutôt des équipes de gestion dédiées à des mono-family office. D'accord. Mais pas forcément des structures de conseil globales sous différents aspects.
D'accord. Alors, est-ce qu'on peut parler maintenant de Agami et savoir concrètement les services? Alors, on a compris déjà d'une manière générale ce que faisait un multifamily office, mais plus précisément sur Agami, qu'est-ce que vous avez développé ces 15 dernières années? Et j'aimerais que tu reviennes spécifiquement, parce qu'on s'en était parlé l'été dernier, sur le principe des honoraires. Je trouve assez intéressant et novateur dans l'approche par rapport à ce que tu disais précédemment et la facturation AUM traditionnelle de la banque privée. Alors, depuis, on va dire 2017, on a mis en route un gros pivot sur la société en passant sur un modèle que je qualifie pay-per-use ou consulting. L'idée, c'est de complètement se décorréler de la taille du patrimoine et d'identifier spécifiquement pour chaque client ses besoins avérés sur tous ces sujets. Et donc, concrètement, ça revient à s'asseoir autour de la table tous les trimestres avec le client, redéfinir ses besoins, donc redéfinir les missions qu'on va s'assigner, les budgéter en jours, avec un coût unique à la journée, donc c'est excessivement transparent et facile pour le client. Et ça permet de scénariser ces différents besoins au fil des périodes. Et ça, c'est un modèle qui, pour nous, est assez magique, puisqu'il devient complètement universel, à savoir qu'on est capable d'accompagner n'importe quel entrepreneur de PME ou de TI ou de grande famille, puisqu'on est complètement décorrélé de la taille du patrimoine de par notre modèle. Et surtout, on est capable d'accompagner le client au gré de ses périodes et de ses besoins, de ses moments de vie, que ce soit des moments de patrimoine personnel ou de patrimoine professionnel, sur lequel il peut y avoir des sujets qui arrivent, bons ou mauvais, et donc il faut être présent et adapter notre volumétrie en fonction de ses besoins. Parfait. Alors, le sujet me passionne beaucoup, comme tu le sais, et j'ai fait un épisode avec Elias Ganem sur le World Wealth Report qui avait été sorti par Capgemini. Et dans ce rapport-là, on parlait justement, il parlait chez Capgemini de l'arrivée de la nouvelle génération, donc des personnes plutôt en dessous de 30 ans ou 35 ans, qui n'a pas forcément les mêmes besoins que leurs parents, et un positionnement face au patrimoine qui est également assez différent, notamment sur les sujets d'impact, mais également sur la crypto. Comment est-ce que vous vous positionnez vis-à-vis de cette jeune génération et comment vous accompagnez le changement dans vos équipes pour former les family officers sur ces sujets-là, pour qu'ils puissent répondre de manière adéquate aux besoins des clients? Alors, le sujet, effectivement, sur les family officers, c'est déjà un sujet d'ADN. On a rajeuni notamment nos équipes, en tout cas densifié nos équipes sur les family officers avec des family officers plus jeunes, qui ont une capacité à avoir les codes des entrepreneurs d'aujourd'hui. Ça sera plus difficile pour un ancien banquier à bouton de manchette de 60 ans de communiquer avec quelqu'un qui a monté une fintech et qui a 28 ans, très clairement. Donc il faut se comprendre. Pour faire ce métier de family officer, il faut se comprendre, il faut avoir des ADN communs, il faut avoir une écoute, il faut avoir une empathie, et donc il faut vraiment se comprendre. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur les autres sujets, c'est l'accompagnement, notamment sur les nouveaux investissements, sur les nouvelles façons de faire, les nouvelles façons de penser. Alors, on a la chance d'être abreuvé d'informations par le marché et donc d'être au courant assez rapidement des nouvelles tendances. Le deuxième point, c'est qu'on va s'astreindre, nous, personnellement, aussi à utiliser ces nouvelles technologies. Donc, typiquement, je suis investisseur en crypto. J'ai investi dans un très gros fonds qui s'appelle Time for the Planet, qui a vocation à décarboner et donc à faire avancer vraiment les lignes sur la partie environnementale. Oui. Et donc, le meilleur moyen de comprendre, c'est de plonger dans le grand bain et d'accompagner ces tendances pour pouvoir après en discuter avec les clients. Sachant qu'on a aussi beaucoup de clients qui nous challengent sur certains sujets, puisqu'ils sont eux forcément très à la pointe, parce qu'ils y travaillent ou parce qu'ils ont une appétence naturelle. Ouais. Et donc, les échanges avec ces clients early adopters nous permettent aussi de faire avancer les autres clients. Il y a des nouvelles sociétés de gestion qui sont constituées. Alors, je pense à Yomoni, Nalo, qui proposent de la gestion goal-based ou alors de la gestion par ETF. Donc, il y a ces acteurs-là. Après, il y a des acteurs comme Finari qui proposent également des outils extraordinaires pour faire de la conso. Comment est-ce que vous voyez ces nouveaux arrivants et
comment vous les percevez et est-ce que vous êtes en discussion avec eux? Est-ce que vos clients vous font des retours sur ces solutions-là? Est-ce que vous les intégrez du coup dans la gestion du patrimoine des clients? Comment est-ce que vous les percevez? Alors nous, on les perçoit d'un très bon œil, puisque là encore, en fait, on n'est absolument pas concurrents. Et nous, ce qu'on souhaite avant tout, c'est que nos clients soient contents. D'accord. Et donc, si on a la possibilité d'utiliser des outils digitaux, des nouvelles solutions, des nouvelles façons d'investir pour simplifier la vie du client et accessoirement, nous aussi, parfois, se simplifier la vie, on en est ravis. D'accord. Donc, on regarde avec attention. Je suis notamment jury d'un certain nombre de sujets autour de la techno et ça permet d'être en veille constante et de pouvoir proposer ou être en réaction par rapport à ce que peuvent nous dire nos clients. D'accord. Alors un des points que je trouve intéressant, encore une fois, je parle de mon expérience donc en banque privée, pas en family office, mais quand même assez proche du coup des family office. Mais il y a une vingtaine d'années, il y avait pas forcément un intérêt énorme de la part des clients avec du patrimoine pour du non-coté. Il y avait quelques fonds de private equity avec des très gros tickets d'entrée, avec une très grosse couche de frais. Et puis les choses ont évolué. Il y a eu l'arrivée de pas mal et le développement, la création de pas mal de fonds de VC. Il y a eu le développement énormément de fonds d'infrastructure, real estate, etc. Est-ce que ma perception est correcte ou est-ce que maintenant il y a un intérêt grandissant pour cette classe d'actifs non cotés? Ah ouais, très, très clairement. Oui. C'était anecdotique il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, ça représente en moyenne peut-être un tiers des patrimoines. Ah oui. Donc ça devient vraiment... C'est plus anecdotique là. Ah non, ça devient vraiment très conséquent. Et là, c'est aussi le reflet de la liquidité nécessaire au patrimoine. C'est-à-dire qu'il y a en général un tiers qui nécessite de rester liquide pour assurer les flux, certains réinvestissements, différents sujets. Et souvent, pour aller chercher de la performance, maintenant, il faut abandonner de la liquidité. Et ils abandonnent de la liquidité, notamment sur l'immobilier, et notamment sur le private equity. D'accord. Donc, est-ce que vous utilisez, du coup, vous allez vous-même sourcer des fonds ou est-ce que vous utilisez des plateformes comme Moonfair pour vos clients? Alors, on fait les deux. On fait les deux. Tout est possible. Tout est possible. Ça fait un certain nombre d'années qu'on va, alors notamment à l'IPEM, donc qui est le gros salon du private equity qui se passe traditionnellement dans le sud de la France. On y expose même, puisqu'on emmène un certain nombre de collaborateurs pour pouvoir rencontrer tout l'écosystème. Donc ça veut dire qu'on se fait une très grosse piqûre de rappel une fois par an. Et au fil de l'année, on rencontre beaucoup de fonds et que l'on va souscrire avec nos clients, soit directement, soit indirectement, auprès des plateformes. D'accord. Et dans les plateformes, il y a également tout ce qui est financement par la dette des PME qui se développent. Ça aussi, c'est des choses dont vos clients, auxquelles vos clients s'intéressent? Oui, alors tout à fait. Alors typiquement, je pense que tu as déjà eu l'occasion d'interviewer Florence de Firm Funding. Typiquement, Firm Funding, on l'a utilisé et en amont et en aval. À savoir des clients qui voulaient investir dans de la dette, donc qui ont pu prendre des tickets dans certaines structures, et on a aussi un client qui voulait monter une société et qui s'est fait financer en partie par Firm Funding. D'accord, super. Écoute, c'est super d'entendre ça. Alors, dernière chose à laquelle je pense, c'est les activités de business angel de beaucoup de personnes fortunées. Il y a aussi le développement de pas mal de fonds, de single family office qui ont développé leurs fonds de VC. Est-ce que ce sont des sujets qui vous intéressent? Est-ce que ça vous intéresserait du coup d'aller aussi sur ce type d'investissement pour vos clients, de créer des fonds pour vos clients sur ces sujets? Alors, c'est très intéressant. Et c'est très intéressant à plusieurs niveaux. Ça peut être intéressant en termes financiers purs, ça peut être intéressant en termes de stratégie professionnelle pour notamment des monofamily office ou des clients qui ont encore le outil professionnel en veille stratégique ou en croissance externe. Et il y a un dernier intérêt qui n'est pas neutre, c'est sur la formation des nouvelles générations. Ouais. Et on a, nous, adopté notamment 2 modes opératoires pour former les jeunes générations. C'est la philanthropie et le private equity early stage. D'accord. Parce que dans les 2 cas, ça revient à faire de l'analyse de société, donc à comprendre les modèles, comprendre les mouvements, comprendre un PNL, avoir une vision à terme,
s'engager sur un investissement. Ouais. Alors pas forcément sur des montants qui sont très importants, Mhm. mais ça permet d'apprendre en live sur différents sujets. Et donc, quand tu dis apprendre, c'est pour vos clients, les enfants de vos clients, que vous formez en fait. Exactement. Que l'on D'accord. forme, notamment en les faisant investir, dans le private equity. D'accord. Alors, un point aussi que j'ai découvert, vous avez aussi une approche corporate, c'est-à-dire que vous proposez des services, tu me dis si c'est pas correct, hein, mais sur le conseil opérationnel des sociétés, les levées de fonds, etc. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Oui, en fait, ça, c'est venu à la demande de certains clients, puisque en fait, le patrimoine d'un entrepreneur, c'est du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel. Ouais. Et la frontière est excessivement poreuse entre les deux. Et donc, on a eu de plus en plus de clients qui nous disaient « mais c'est très bien ce que tu nous fais pour notre patrimoine personnel ou notre patrimoine personnel en devenir, mais j'ai aussi des sujets sur mon patrimoine professionnel et j'ai besoin d'accompagnement, parfois sur des financements, parfois sur des sujets de gouvernance, parfois sur des sujets de structuration. Et donc, on les accompagne avec plaisir sur un certain nombre de thématiques, et toujours sur le même mode opératoire, à savoir le family officer qui va centraliser, coordonner les sujets et différents pôles d'expertise qui vont travailler sur les sujets techniques. Parfait. Alors, le point sur lequel j'aimerais qu'on finisse cet entretien, c'est tout ce qui concerne la gestion à impact et la gestion ESG. On sait que, bien entendu, les gérants doivent afficher une certaine transparence, enfin pas une certaine, une totale transparence sur les actifs dans lesquels ils investissent l'argent. Dans quelle mesure, alors quels sont les besoins qui sont reportés par vos clients sur ces sujets-là ? J'imagine la transparence, c'est le tout premier, mais il y en a certainement d'autres. Et comment vous les accompagnez de manière concrète pour déployer une stratégie patrimoniale qui soit cohérente par rapport à leur souhait de sustainability et le fait qu'ils veuillent impacter positivement la planète ? Alors ça, c'est un sujet qui est assez amusant, parce que je trouve que pour une fois, l'industrie financière a été plutôt en avance par rapport aux demandes des clients. Oui. À savoir que l'ISR et l'ESG, c'est quand même un sujet qui est traité de plus en plus par les sociétés de gestion et des banques depuis un certain nombre d'années, alors que les demandes n'étaient pas forcément énoncées de manière toujours explicite ou très claire. Et effectivement, là, depuis, on va dire 2, 3, 4 ans, on commence à avoir des demandes un peu plus explicites de la part des clients. Effectivement, notamment et de quel ordre ? des clients un peu plus jeunes, pour avoir du sens au patrimoine. Alors, ça veut tout et rien dire. C'est très large. Ça passe effectivement sur les investissements cotés sur de l'ISR, de l'ESG, sur le non coté, de plus en plus sur de l'impact. Mais dans tous les cas, c'est faire en sorte que l'argent qui va être déployé n'a pas forcément ou uniquement une nécessité de revenus, mais aussi une nécessité d'utilité. Et alors, comment vous allez sourcer les sociétés de gestion qui sont vraiment à la pointe sur ces sujets-là ? Comment vous dénichez ces gérants spécifiquement ou ces nouveaux business comment vous y prenez ? Alors ça, c'est le job de nos différents experts, et c'est aussi parfois, par exemple, le club du MFO, où on s'échange les bons plans, les différentes rencontres qu'on a pu faire, et ce qui nous permet de tous rester à la page et d'avoir les premières innovations. Parfait, mais écoute, c'était hyper synthétique, je te remercie beaucoup. On a été abordé et touché du doigt, à moins que j'ai oublié quelque chose d'énorme, mais je pense qu'on a abordé tous les sujets que je voulais aborder avec toi. Je te remercie beaucoup, Laurent. Est-ce que tu nous conseillerais pas un livre avant qu'on se quitte ? Alors, je n'en ai pas un, mais deux. Le premier, excellent livre, Le Family Office 3.0. C'est toi qui l'as écrit ? Non, c'est quoi ? Il y a quelques années avec mon associé, qui donne un Ça parle de quoi ? Ça parle du Family Office et des différentes moutures de Family Office. Ouais. Et en fait, c'est un guide d'installation pour tous nos futurs concurrents. D'accord, super. Et deuxième livre, Le Quai de Ouistreham, Florence Omna, qui accessoirement est ma voisine, bon, ça c'est anecdotique, mais qui remet en perspective un certain nombre de choses que l'on a tendance souvent à oublier dans nos microcosmes parisiens et financiers. Et je pense que c'est pas mal de le relire une fois de temps en temps pour... Qui a déjà été recommandé sur mon épisode Yomoni. Ah, donc tu n'as plus d'excuses. Faut que je m'y mette. Voilà, je te remercie beaucoup, Laurent. À bientôt. Merci, Solène.
Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!